Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro Parlons Carcassonne 13, en direct depuis le locaux de la SAS Rosala, l'un des fidèles soutiens du club, qui sera samedi le partenaire des matchs entre Carcassonne 13 et Toulouse, qui se dérouleront à partir de 16h30 à Domecq. En présence, Jean-François Albert, le directeur sportif de C13, donc, qui est également l'entraîneur du 19 aux côtés de Mika Simon, de Vincent Pic, le président de Rosala, qui nous fait la gentillesse de nous accueillir au sein de nos entreprises, merci, et de Yannis Assini, l'un des jeunes talents de Carcassonne 13, qui est devenu cette saison l'un des membres à part entière de l'équipe Super 13. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Jean-François, que se passe-t-il avec les 19 Carcassonnais? Que se passe-t-il avec les 19 Carcassonnais? Parce que lors de notre dernière émission, Oui. Mika Simon était plutôt optimiste quant au devenir de l'équipe, au parcours qu'elle a engendré, et on reste un peu sur notre fait, on est obligé de dire. Oui, vous avez raison de rester sur votre fait, mais nous, on a raison d'être optimistes aussi. Non, on construit quelque chose. Après, on a eu pas mal de déboires un peu imprévus, parce que les blessures, on ne les prévoit jamais. En l'occurrence, c'est plutôt des fractures. Donc, on a 2-3 joueurs qui sont sortis de l'équipe. On a un joueur suspendu qui joue un rôle fort important pour le moment dans notre collectif. Donc, c'est une équipe qui continue à se chercher, qu'on est obligé de modifier finalement d'un dimanche sur l'autre. Ça va être encore le cas, je vous le dis par anticipation, mais peut-être nous gagnerons. Il va falloir qu'on rechange notre équipe samedi, puisqu'on a perdu au moins un joueur à Albi. Donc voilà, on est dans cette phase un peu, c'est pas le tâtonnement, puisque pour mettre les choses en place, il faut un peu de régularité. Pour le moment, on n'y arrive pas. Donc c'est difficile de blâmer les garçons, parce qu'ils ne sont pas pour grand-chose. Après, on peut blâmer les entraîneurs, parce qu'on y est toujours un peu pour quelque chose, nous, mais le tout est que nous avons un effectif sur le papier qui est pléthorique, puisqu'on a une trentaine de garçons, et que aujourd'hui, il nous en manque à certains postes clés qui nous mettent un peu en difficulté. Mais bon, sur le match de ce week-end, on a vu des choses vraiment très intéressantes, et j'ai trouvé la défaite un peu lourde pour nos garçons, puisqu'ils avaient fait une prestation qui était vraiment très positive. Oui, voilà, parce qu'ils sortent quand même de confrontations assez dures, donc avec une large défaite contre les Ignans à Domecq, et ensuite contre Albi, bon, qui est quand même un des gros morceaux de la compétition. Est-ce que vous avez quand même trouvé dans ces deux défaites des raisons d'espérer? Oui, j'allais dire les Ignans un peu moins, parce que les Ignans, on a été dans l'approximation un peu dans tout, donc face à une équipe qui quand même avait tenu le haut du pavé jusqu'à toute l'année dernière, parce qu'elle termine en finale du championnat, donc on savait que c'était un gros calibre. Tu peux pas être approximatif contre une équipe qui joue bien, qui est rodée, et on l'a vu, nous sommes passés à la caisse, comme on dit, donc ça a été sans appel. À Albi, qui était aussi une équipe qui a fait la fin de saison dans le haut du tableau, je pense qu'on fait vraiment un très bon match. Après, on a justement, c'est ce qu'on disait avec Michael encore lundi matin, justement, en débriefant un peu, il nous manque ces fameux centimètres qui transforment l'action dangereuse en essai. Encore dimanche, on est arrivé 4, 5, 6 fois près du bateau et on n'arrive pas à croquer dedans. Donc on va essayer de régler ça, parce que c'est frustrant aussi pour les garçons qui sentent bien que ce qu'on avait essayé de corriger, on a fait un travail avec nos meneurs spécial lundi soir, où on avait demandé à Lucas, donc de l'équipe 1, de venir un petit peu aussi parler avec ces garçons-là qui ont à charge de gérer une équipe et de gérer le jeu. Donc ça avait été plutôt positif, on était content des effets. Voilà, après il nous manque toujours, et c'est ce qu'on leur a dit dimanche dans le vestiaire, il faut continuer de croire en nous. On va bien en payer un à un moment donné, de match. Alors, ce sera peut-être samedi, j'espère que ça sera samedi, mais il faut pas se décourager. Puis, on sait aussi, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, en junior, il y a vraiment deux phases. Il y a une première phase et une seconde phase. Il faut qu'on soit au contact, et puis qu'on joue après la qualif. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu une phase de qualification qui avait été, on va dire, plus linéaire, plus facile. On avait été plus régulier, mais c'est comme ça. Oui, vous avez intégré aussi beaucoup de premières années. Bon, c'est vrai que il y a une digestion à faire à ce niveau-là également. Oui, mais pour eux, parce que l'an dernier, c'était un championnat, eux, avec tout juste une dizaine de matchs. Là, c'est déjà apprendre à enchaîner. Tous les dimanches, il faut remettre le bleu de chauffe. Et les semaines passent vite, malgré tout. Donc la qualification, c'est toujours l'objectif. Oui. Donc il faut être de toute manière
dans ce double travail, hein. Il faut jouer la compétition, il faut jouer les compétitions, parce qu'il y a plusieurs compétitions aussi, il y aura la coupe aussi. Et il faut être aussi dans la formation du joueur et dans l'accompagnement du joueur. Donc oui, c'est ça aussi une de vos missions. Voilà, on est sur ces deux tableaux-là. Bon, avec Toulouse, c'est quand même de nouveau notre gros morceau. Puisque Toulouse fait partie de d'autres favoris de la compétition. Voilà. À la fois, on se dit que quand on aura passé tous les gros, on fera les meilleurs. On fera les un peu moins gros. Donc, non, mais bon, mais ça reste formateur. Voilà, c'est des matchs de haut niveau, c'est des matchs où il faut tenir. On l'a vu dimanche. On y est dans le bras de fer, on est bien. Sauf qu'à un moment, c'est comme à la corrida, hein, c'est bien de faire des passes. À un moment, il faut foutre l'épée, sinon ça marche pas. Hein, donc, et là, pour le moment, on n'arrive pas toujours à mettre l'épée, mais ça va venir. Vincent, alors encore une fois, merci de nous accueillir dans ces superbes lieux. Vous avez vraiment une très belle réalisation. De rien, plaisir. Voilà, vous êtes donc le président de Rosala. Oui. Bon, l'entreprise est très connue dans le département. Vous, à titre personnel, peut-être un peu moins. Donc, si vous voulez nous aider à mieux vous connaître, hein, d'où êtes-vous originaire, tout d'abord? Alors, je suis originaire d'Alsace. Et bon, j'ai navigué en France au gré du travail de mon père qui était militaire. Et donc, j'ai atterri à 20 ans, à 18 ans même à Carcassonne. Et bon, trouver la ville sympa, donc ça suffisait. Donc, voilà. Vous êtes à la direction de Rosala depuis 2021, pardon. 4 ans, c'est ça. Et antérieurement, vous avez eu un parcours au sein de l'entreprise qui était assez long, et ça a été une belle progression. Ah oui, j'ai commencé en 2007 en alternance. Oui. Mi-maîtreur apprenti et aussi sur le chantier à la bétonnière, hein, comme les jeunes. Hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis de fil en aiguille, j'ai évolué jusqu'à passer chef d'équipe, conducteur de travaux adjoint, conducteur de travaux et en définitive à la présidence de l'entreprise. Depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans, oui, c'est ça. C'est une tâche à laquelle vous attendiez tant de responsabilités. Vous aviez un côté qui était plutôt pratique, plutôt professionnel, si vous voulez. Je savais faire les deux. Au niveau chantier, je savais faire puisque j'en ai fait pendant 4 ans quand même, 4-5 ans. Et tout ce qui est études de prix, etc., c'était ma base d'études à la base. Donc ça m'a permis quand même de pouvoir bien évoluer dans les deux et comprendre un peu les deux faces du métier en fait, hein, parce qu'ils sont là. Hein. Il y a la partie études, rentrer le travail, et après le travail c'est bien quand on l'a rentré, mais il faut savoir le faire aussi. Hein, donc derrière jusqu'aux réceptions de chantier, voilà. Rosala est une entreprise qui a 50 ans 51 d'ancienneté, donc. Hein. Oui. Quelles sont ses missions actuellement? Alors nous, on est très axé sur du gros œuvre. Hein. Gros œuvre, charpente couverture. J'ai une équipe de désamiantage. On fait beaucoup de marchés publics, d'entretien pour les services publics, les services privés aussi. Tout type de matériel, tout type de bâtiments tertiaires, beaucoup de rénovations, mais assez fort en grosse rénovation. Dernièrement, depuis l'année dernière, j'ai ouvert une structure voilà, habitat et énergie, donc Rosala Habitat pour vraiment cibler plus du particulier. Ça peut venir en complément de la construction. Voilà, c'est surtout que pour avoir du particulier et suivre comme il faut des personnes en face. Donc il y a Emma qui nous a rejoint et Jean-Marie aussi pour ça, pour pouvoir avoir quelqu'un en face forcément et être pertinent sur le particulier. Et la partie énergie qui vient en complément de la couverture en fait, hein, puisqu'on a les garanties décennales pour tout ce qui est couverture. Donc énergie, c'est-à-dire solaire. Voilà, énergie, voilà. Pour l'instant, accès énergie solaire. Voilà. Être dans le timing de ce qui se développe en ce moment au niveau écologie et énergie tout simplement. Voilà. Le nombre de salariés à l'heure actuelle? 42. 42 fixes ou avec des intérimaires et une quinzaine d'intérimaires en plus. Voilà. Donc il faut donner à manger. Combien de chantiers se jouent? On est à peu près sur 16 chantiers par jour. Voilà. Soit démarré fini, soit de chantiers en cours. On tourne, voilà, on a environ le volume il est là. Voilà. Au XIXe siècle, Martin Nadeau, qui était un maçon qui allait devenir député et puis préfet, il a lancé une formule qui allait rester célèbre: quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que le bâtiment va bien aujourd'hui? Pas trop, mais bon. Il est à l'image du reste. Oui. Ou le reste est à l'image du bâtiment. On parle pas politique, on a dit. Donc, oui, c'est compliqué. Il faut vraiment être présent, se battre, rien lâcher.
C'est comme les équipes, enfin une entreprise, c'est comme une équipe. Le rugby, c'est comme toutes les équipes d'ailleurs. Si on laisse faire, il se passe rien. Donc il faut être accroché, être présent et en principe on a les résultats derrière quoi. Voilà. Et dans ce contexte économique tendu, justement, si vous aviez un message à faire passer à nos dirigeants, ce serait lequel? Et laissez-nous vivre. De la stabilité surtout. De la stabilité, rassurer un peu tout le monde et arrêter de tirer l'alarme à tout bout de champ. Ouais. Voilà. Et Nice, vous avez donc aujourd'hui 23 ans, construit vos origines familiales avec Ahmed, votre père, et Jean-François et Nicolas Expert, votre grand-père et oncle. On peut penser que vous n'aviez pas d'autre choix que de devenir joueur de rugby. Oui, c'est vrai, c'est une histoire de famille. Voilà. Mon père, mon grand-père et mon oncle ont baigné dedans. Donc, c'est vrai que c'était pour moi tout simplement une évidence de venir au rugby à 13. Donc voilà, moi après j'ai commencé le rugby à 13 à l'âge de 5 ans, donc à la MJC, où j'ai commencé... Premier pas Ville-Gaillenne, non? Non, j'ai commencé à la MJC de mes 5 ans jusqu'à mes 13 ans, jusqu'à Benjamin. Puis ensuite je suis passé en junior, donc j'ai fait 2 saisons en junior, où la seconde saison j'étais avec aussi un stagiaire avec l'équipe première. Et puis après, c'est vrai, c'était l'année du Covid, donc la deuxième année junior. Donc c'était compliqué pour moi d'avoir du temps de jeu. Et du coup j'ai une opportunité à 15 ans. Donc ça m'a permis aussi, dans le second temps, de pouvoir courir d'autres codes du rugby. Ça vous a apporté pour le 13 ou... Ça m'a permis de voir les différences qu'il y avait entre les deux, parce qu'on n'a peut-être pas l'impression, mais il y a beaucoup de différences entre le 13 et le 15. Ça demande pas les mêmes efforts. Et puis je me suis rendu compte aussi que c'était vraiment le 13 qui était fait pour moi. Donc voilà, ensuite, après mes 2 ans à 15, j'ai dû partir faire mes études à Bordeaux. Donc c'était compliqué pour moi de concilier le rugby à 15 et l'école. Et du coup, à ce même moment, j'ai eu Ludovic Gambier, donc le président du Val 13, qui m'a contacté. Et on a pu trouver un compromis, puisque voilà, moi je pouvais m'entraîner que le vendredi. À cause de l'école, donc j'arrivais à m'entraîner le vendredi et jouer le week-end, donc ça m'a permis de pouvoir faire les deux. Donc voilà, je remercie le VAR aussi également pour ces 3 belles années que j'ai passées avec eux. J'étais très bien accueilli. C'est une belle transition, le VAR, finalement, pour des garçons comme vous là qui sortent des juniors. Oui, ça permet aussi de faire la transition entre juniors et première, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des marches entre les deux. Donc voilà, ce fut vraiment une belle expérience. La différence au niveau est sensible entre les deux? Entre l'élite 2 et l'élite 1? Oui, il y a une différence, je dirais, sur la vitesse de jeu. C'est vraiment sur la vitesse de jeu que ça change. Et puis sur la préparation aussi des joueurs. Les joueurs sont plus près quand même en élite 1 qu'en élite 2. Parce que là, vous paraissez pas trop dépaysé quand même, à ce niveau-là. Enfin... Non, c'est vrai que non. Je sais pas ce que pense Jean-François, mais... Et que faites-vous dans la vie, Yannis? Alors moi, je suis conducteur de travaux dans une entreprise de travaux publics. Mais j'espère, donc l'entreprise, on a le siège social à Balma. Et on est en train aussi de s'implanter sur le Carcassonnais avec une agence sur Alzone. Donc voilà, j'occupe le poste depuis septembre en CDI. Et quelle place tient le rugby dans votre vie? Le rugby apporte beaucoup de place. Voilà, c'est vrai qu'avec Carcassonne, je m'entraîne 3 fois par semaine. Donc ça me fait quand même des plannings plutôt chargés. Belle journée, oui. Ouais, c'est ça. Je commence à 7h30 le matin, puis après je décroche à 17h, 17h30 pour aller m'entraîner le mardi, jeudi, vendredi avec Arca. Et puis après, il y a les matchs le week-end, donc des semaines plutôt chargées. C'est vrai que le rugby prend aussi pas mal de place dans ma vie. Ouais. Venons-en maintenant au terrain. Votre gabarit vous permet d'évoluer avec bonheur au centre, à la charnière ou en deuxième ligne. L'un des 3 postes a-t-il votre préférence? Alors à la charnière, ça fait un bon petit moment. Comment était je pas joué. Je pense que Jean-François pourra vous le dire. Mais ça fait sourire Jean-François. C'est vrai qu'en junior, je jouais à la charnière, et puis après, quand je suis passé à 15, ils m'ont fait jouer au centre. Et puis après, quand je suis arrivé au VAR, ils m'ont fait jouer centre. Et voilà, c'est vrai que j'avais un gabarit, j'étais quand même assez grand, donc je pouvais jouer centre et seconde ligne.
Donc c'est l'intention de poste assez similaire. Ouais. Ouais, c'est vrai que maintenant, avec Ça les joue sur le côté, du Biatré, c'est vraiment deux postes qui deviennent similaires. Donc voilà, après moi je joue plus ce centre, mais ça me dérange pas de jouer seconde. Jean-François disait de vous, Yanis, un deuxième ligne reconnu surtout pour être un roc en défense, une muraille infranchissable. Il est également capable d'avoir des courses en attaque pouvant déboucher sur des prises d'intervalle. Il est agile techniquement et peut libérer ou passer la balle après contact. Vous vous reconnaissez dans ce portrait? Oui, voilà, c'est vrai que je me reconnais dans ce portrait. Jean-François m'a très bien décrit. C'est vrai que voilà, il m'a très bien décrit. Il a vraiment tout dit. Ouais. Oh, il a l'œil. Et vous avez été sélectionné avec l'équipe du Maroc pour affronter l'équipe de France. Nos sélections en équipe de France fait-elle partie de vos ambitions? Alors oui, c'est sûr, ça fait partie de mes ambitions. Après, voilà, je suis encore loin du compte. Mais, Vous êtes voilà, jeune. ouais, je suis jeune. Puis voilà, c'est vrai que maintenant, les joueurs d'équipe de France sont plus des joueurs de Super League et qui évoluent en Super League, en NRL. Voilà. Donc oui, c'est une ambition, c'est sûr. Mais après, voilà, je ne me prends pas la tête avec ça. D'abord, j'ai pas mal de progrès à faire au sein de Carcassonne 13. Et puis on verra plus tard. Ambitieux mais lucide. C'est ça. Jean-François, Toulouse a rejoint donc les Dragons en Super League. Est-ce un bien ou un mal pour le rugby à 13 français national? Alors, pour Toulouse, c'était bien. Pour Toulouse, c'était bien. Là, ça me dit à 13 national. Éthiquement, pour Toulouse, c'est mérité, puisque Toulouse a fait une saison remarquable avec Et le mérite. un titre au bout, même si le titre a été acquis quand même vraiment dans la douleur et la pénibilité. Le tout est qu'ils méritaient leur ticket pour la Super League. Après, pour le rugby en général, on l'a déjà dit, mais le constat, il est un peu paradoxal, justement, par rapport à notre rugby professionnel et notre championnat actuel, qui, j'espère, un jour deviendra justement professionnel, puisque les connexions, elles sont pas aussi évidentes que ça. Vous voyez. La question, en fait, c'était est-ce que ça ne va pas détourner les spectateurs du Super 13 sur la Super League, quoi, je crois. Certainement, mais moi c'est plutôt l'inverse qui m'interroge en fait, c'est que les spectateurs de la Super League ne viennent pas jouer les équipes qui jouent Super 13 quand ils ont l'occasion d'en avoir une. Je pense en particulier aux Catalans qui ont fait un début de saison plutôt sympathique puisqu'ils ont quand même renouvelé leur effectif à 90%, ils proposent du jeu, ils essayent d'attirer, j'allais dire, le client. Leur équipe de Super League vient de démarrer la préparation donc ce lundi, donc il n'y a pas de match. Et c'est un peu tristouné de voir qu'il n'y a pas de report. En fait, il y a plus de 5000 abonnés au Dragon catalan et il y a 5 abonnés qui viennent voir l'équipe réserve. Et c'est un peu similaire à Toulouse. Toulouse avait connu un certain succès, y compris la première année en Super League, au niveau du public. Ils ont leur public attitré en Championship depuis de nombreuses saisons. Il n'y a pas véritablement de report. Donc après, voilà, ça a un côté intéressant pour les joueurs, et en particulier pour les jeunes joueurs, parce que c'est quand même la dopamine. Tout le monde rêve de jouer à ce niveau. Donc, on peut présager que junior, cadet toulousain et junior et cadet catalan ont forcément des ambitions à la hausse, puisque les équipes au-dessus jouent cette compétition-là. Mais ça reste un peu toujours mais ça, je pense qu'on n'a pas su le gérer, puisque tout simplement ces clubs, ils ont basculé véritablement dans le monde professionnel et il y a c'est pas une incompatibilité, mais il y a une très grande difficulté à s'occuper d'autre chose que de son équipe. Quand on a une équipe comme les Dragons aujourd'hui avec un budget qui frise les 15 millions d'euros, la préoccupation, ça peut pas être le Super 13. Et donc, il y a des fois, et c'est ce qui peut me navrer à des moments, ils veulent intervenir dans les affaires du Super 13 ou donner des conseils ou quoi. Non, voilà. J'accepte que le président des Dragons, comme celui de Toulouse, ne s'occupe que de son équipe parce qu'il y a tellement à faire et c'est tellement compliqué que, voilà. Et c'est pour ça que si on doit grandir un jour, il faudra qu'on arrive à le comprendre. Il va falloir qu'on le fasse de par nous-mêmes puisque, en plus, objectivement, aujourd'hui, il y a une reconnaissance aux Dragons comme à Toulouse, en Angleterre, il n'y a pas fondamentalement une adhésion non plus. Donc, on voit bien que ça tiraille quand même.
L'équipe de France a triomphé de la Jamaïque 36-0, dont le 25 octobre dernier à Albi. Cette prestation vous a convaincu? La prestation, elle était très importante. Il est très importante d'aller chercher le ticket. Oui. Comme toutes les qualifications pour une Coupe du Monde, il faut pas dénigrer ni tirer sur l'ambulance. Il fallait battre la Jamaïque. On pouvait se dire que c'était une équipe largement à notre portée. Le tout est, il fallait le faire. Ça a été fait sérieusement. Ça a été fait sérieusement. Voilà. Après, voilà, sur le jeu, on a vu aussi, et ça se comprend aussi, hein, nous, nos joueurs, ils ont arrêté, puisque le choix qui avait été fait par le staff de l'équipe de France et qui pouvait se comprendre de ne sélectionner que des joueurs de Super League pour ce rendez-vous. Sur un premier, c'était le premier lot, il y en avait 4 en plus, dont voilà. Lucas d'ailleurs. Hein. C'était, on va dire que c'était logique. Le seul petit bémol, c'est que ces joueurs-là, ils étaient à l'arrêt déjà depuis de nombreuses semaines. Donc on les a fait repartir sur une préparation de match et on a bien senti que ces joueurs-là, ils avaient plus besoin de se reposer en fait que de jouer encore. On a vu, j'allais dire, surtout devant. On a senti qu'on était moins percutant que ceux qu'on aurait pu l'être. Par contre, j'ai trouvé que le système de jeu qui a été proposé, les positions des joueurs sur le terrain étaient intéressantes et pour l'avenir, ça me paraît vraiment sympa. Et la Jamaïque, il fallait aussi y faire attention parce que ça fait vraiment exotique. On se dit, les Jamaïcains, ils jouent au rugby. Bon, puis, ils jouent tous en Irlande. Puis la réalité, c'est qu'ils jouent tous en Championship ou certains même en Super League. Et on a vu une équipe qui était finalement pas si facile que ça à jouer, avec beaucoup de masse athlétique. Par contre, on a vu qu'ils avaient moins passé de temps ensemble. Et il y a eu pas mal de déchets dans leur jeu, ce qui nous a pas mal arrangé finalement, puisque c'est nourri souvent de leurs erreurs. Mais ça a été un match intéressant, une belle surprise au niveau du public qui aurait pu être extraordinaire si, mais ça c'est toujours pareil, hein, si 4 ou 5 clubs de plus avaient joué le jeu, je pense qu'on faisait le plein à Albi et on aurait gagné certainement encore davantage en crédibilité, mais à la fois ce qu'on a vu sur le terrain, à la fois ce qu'on a vu dans les tribunes et autour du stade, était quand même tout à fait satisfaisant. Cette rencontre a été aussi l'occasion de voir à l'œuvre Paul Séguier, qui est le néo-carcassonnais, qui va débuter en décembre, je pense, c'est prévu, c'est ça. C'est ça. Ça va être un renfort de choix quand même pour Carcassonne 13. Ça va offrir d'autres possibilités au sein du pack. Comme il y a quelques disponibilités, ça risque d'être quand même une pièce, un atout supplémentaire majeur. Ça sera le joueur de plus haut niveau de notre paquet d'avant quand même. Hein. Paul, il cumule plus de 100 matchs en Super League. Il a quand même fait une finale de Super League. L'année de la finale, il fait une saison remarquable, seconde ligne, où il a, et c'est ce qu'on a vu quand même, hein, parce que sur le match France-Jamaïque, ça a quand même pas été trop loin d'être le meilleur sur le match. Il a montré vraiment qu'il savait prendre de l'espace, il savait jouer dur, il sait faire des passes. C'est un joueur qui est très très complet, qui je pense en plus arrive dans une équipe dans laquelle il a vraiment envie de jouer. S'il commence à ronger un peu son frein d'ailleurs. Il est un peu chez lui là. Voilà, il a beaucoup de connexion dans cette équipe-là, donc c'est sûr que pour nous, ça sera un véritable plus, quoi. Rentrer un joueur qui a à la fois son âge et malgré tout sa grande expérience, puisque c'est pas un vieux joueur, hein, Paul, il a 27 ou 28 ans, 27 ans, je pense qu'il doit avoir. Donc c'est quand même très très bien. On va avoir quelqu'un avec une grosse maturité, un gros bagage technique et physique. L'Australien Russell Altking était dernièrement présent à Carcassonne, donc, dans le cadre je pense que c'était la fête du doublé de 12. Oui. Un doublé auquel vous avez participé, puisque vous étiez l'entraîneur avec Vincent Mallet. Oui. C'était l'occasion sûrement de rafraîchir des souvenirs joyeux. Oui, c'est un garçon avec qui on a gardé des contacts un peu réguliers, donc on échange moins à travers nos fabuleux téléphones maintenant. On a l'occasion voilà, puis c'est je crois quelqu'un qui a il y a beaucoup d'étrangers qui sont passés dans le club, il n'y en a pas tellement qui ont marqué l'histoire du club. Lui, il en a fait partie, puisqu'il est venu en 2009, il est reparti, il est revenu en 2012, il est reparti après en 2013. Il a quand même marqué cette équipe de son empreinte, puisqu'il était le meneur de jeu à ce moment-là, et que c'était, au-delà du joueur, c'est un garçon qui a une vraie éthique dans la vie et qui a un vrai comportement agréable. Vincent, quelle place le sport tient-il dans votre vie? Moins que je voudrais. Il faudrait que j'en fasse un peu plus. Mais non, j'aime bien regarder tout type de sport. Voilà, je n'ai pas
J'aime beaucoup le rugby à 13, donc c'est là que je suis là aussi. Voilà. Et j'imagine que compte tenu de son exposition professionnelle, Rosala doit être énormément sollicitée par les clubs sportifs, notamment locaux. Pourquoi avez-vous choisi de vous rapprocher de Carcassonne 13? Ben, déjà, vous êtes venu me voir, ce qui est déjà pas mal. Et puis, c'est quand même un club historique à Carcassonne aussi, une histoire très forte. Et un peu comme l'entreprise Rosala aussi. Hein. Donc voilà, c'est fait de fil en aiguille et voilà, je suis très content. Rosala sera donc samedi le partenaire du match entre Carcassonne 13 et Toulouse, qui se dérouleront à partir de 16h30 à Domecq. Cette proximité avec le club est importante pour vous? Ah ben oui, forcément, ça fait déjà une visibilité et puis c'est participer aussi à la vie de la ville aussi, hein, forcément. Hein. Il y a tout qui est connecté, hein, de toute manière. Hein. Vous avez travaillé votre coup de pied? Pas encore. Et Rosala, du coup, est le partenaire du maillot portant le numéro 13 de Bastien Canet. Oui. Pourquoi ce choix? Rosala, c'est carcassonnais avec que des salariés carcassonnais, du travail carcassonnais et Bastien il est carcassonnais. Donc voilà, ça a été vite à regarder les origines et puis c'est tout. Ce n'était pas une superstition. Voilà, c'est ça. On va pas choisir vendredi. J'imagine que vous suivez avec attention le parcours de Carcassonne 13. Êtes-vous un spectateur fidèle? Ah oui. Oui, bien sûr. Et comment jugez-vous ce début de saison? Ah ouais, très bien. Je trouve qu'ils ont envie et là on va voir samedi à Carcassonne. Hein, à Carcassonne, à la domicile, on peut pas perdre, hein, donc il faut l'envoyer. C'est tout. Yannis, à vos yeux, à quel niveau se situe la différence majeure entre le Super 13 et l'Élite 2? Alors la différence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence c'est vraiment sur la vitesse de jeu, sur la préparation des joueurs et sur la vitesse de jeu, préparation des joueurs. Vraiment c'est sur ces deux axes-là qu'il y a une différence. Ouais. On va revenir, si vous voulez bien, sur les deux dernières rencontres de Carcassonne 13, dont il y a eu ce derby contre les Ignans. Une belle victoire, large victoire, mais une victoire un peu à la Pyrrhus, puisque on sait les conséquences qu'il y a eu par rapport à l'accrochage qui est intervenu entre Trébillac et Jodro Draghi, dont la seule faute a été de se rendre, puisque ce n'était pas lui qui était à l'origine de cette altercation. Sur le match, il n'y a rien à dire. Je crois que les Ignans a jeté son venin un petit peu en première mi-temps, 12-0 à la mi-temps pour Carcassonne. Puis en seconde mi-temps, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Oui, voilà, on savait. C'est un match que vous avez regardé depuis les tribunes, puisque vous étiez victime d'une élongation. Hein. Oui, voilà, vous aviez contracté juste avant la rencontre. Jeudi, à l'entraînement. Vous le sentiez, ce premier derby, quand même, non? Ouais, je le sentais. Franchement, c'est le jeudi quand je me suis fait ça. Franchement, j'étais très déçu. Bon, voilà, ça fait partie de la vie d'un sportif de se blesser. Donc voilà, pour en revenir sur le match contre les Ignans, il y a eu une première mi-temps avec pas mal d'intensité, un gros bras de fer au milieu. Voilà, on s'attendait à ça pour un premier derby à Domecq contre les Ignans. Et puis après, voilà, on a pu voir qu'en seconde mi-temps, qu'en mettant en place notre plan de jeu et le structurer, on a su aussi être patient et voilà, et on a pu voir qu'en seconde mi-temps ça est réaliste et on a pu voir qu'en seconde mi-temps ça a payé. Donc voilà. Bon, défaite à Albi le week-end dernier, donc Albi 22, Carcassonne 12. Bon, l'équipe s'était présentée diminuée dans le temps, et puisque hormis les 3 suspendus, dont Bastien Canet, Alexis Alberola et Jodro Draghi, il y avait également Eden Roger-Zemitz qui était en protocole commotion, et il y avait Clément Herrero et Georges Gambaro qui étaient absents sur blessure. Donc ça avait provoqué des remaniements au sein de l'équipe. Malgré ce, on peut dire que dans le combat, Carcassonne y a été, Carcassonne n'a rien lâché. Oui, c'est vrai que le coup passait près, mais c'était jouable. Oui, c'est vrai. Après, voilà, c'est vrai que on avait pas mal d'absents, comme vous l'avez dit, et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont joué à des postes où ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc c'est vrai que c'était un match
compliqué. En plus, Albi, champion en titre chez eux à Mazikou, donc ça faisait aussi pas mal d'années qu'on n'avait pas gagné là-bas. Donc on s'attendait aussi à un gros combat. Et puis voilà, on a vu que les 10 premières minutes, on en fait une plutôt bonne entame où on arrive quand même à camper aussi dans leur camp. Puis après, on a vu que ils marquent une fois, on remarque derrière, puis ils prennent ce carton rouge aussi à la 25e. Et là, on a pensé aussi qu'à ce moment-là, on allait prendre le dessus. Et finalement, non, puisque voilà, ils ont bien défendu. Et puis nous aussi, je pense qu'on a manqué aussi de patience sur le match. Ouais, Ce qui il y a eu des pertes de balles, des fois. Ouais, ce qui a entraîné des pertes de balles ou sinon des fautes de discipline qui nous ont coûté cher. Donc samedi à 18h30, Carcassonne accueille les Toulousains à Domecq. C'est un amalgame de jeunes joueurs qui semblent avoir cette saison franchi un palier. Oui, ouais, c'est vrai que Toulouse, d'année en année, on voit qu'ils évoluent bien. Et là, on a pu le voir encore une fois le week-end dernier avec une victoire contre Avignon qui était promis à vivre provisoirement. Donc c'est vraiment une équipe qu'il faut pas prendre à la légère. Et c'est pour ça que cette semaine, on va bosser dur, très dur, et gommer les erreurs qu'on a pu faire contre Albi pour essayer de faire un gros match samedi devant notre public. Eh bien, merci monsieur d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Merci également à vous tous pour votre fidélité devant votre écran. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 27 novembre à 20h pour de nouvelles aventures en journée noire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.